Mais il y a eu deux types de réactions. Les Juifs, eux, ont accueilli cette émancipation avec une relative prudence. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils craignaient d'être obligés de s'assimiler. Et effectivement, il y avait bien cette optique assimilatrice, puisque on disait tout pour le Juif en tant qu'individu, mais rien pour les Juifs en tant que nation, c'est-à-dire en tant que culture. Et ils ont eu peur, en s'engageant dans ce processus, d'être obligés de s'assimiler, de disparaître, de refaire le service militaire pendant des années et des années, de ne plus pratiquer la cache-route. Et il y a eu une réaction extrêmement prudente de ces Juifs d'Alsace. Et puis, il y a l'entourage. L'entourage alsacien, lui, alors, ne veut pas du tout de cette transformation. Et les députés alsaciens, la constituante, vont mener un combat acharné pour éviter que les Juifs d'Alsace soient émancipés. Donc, si vous voulez, il y a une rupture politique, mais il n'y a pas du tout une rupture sur le plan social, sur le plan culturel. Les Juifs ne vont pas être admis à la fin du XVIIIe siècle dans la société alsacienne. Il faudra une très très longue marche vers ce qu'on appelle la respectabilité pour que ces Juifs alsaciens soient admis au sein de la population locale. Georges Weil, vous avez la chance de posséder l'arbre généalogique de votre famille, une famille alsacienne qui, d'après cet arbre, monte au début du XVIIIe siècle. Je pense qu'en fait, elle monte bien avant le début du XVIIe siècle. Elle doit monter presque dans la nuit des temps, si on peut dire. Seulement, l'ennui, c'est qu'on ne sait pas les retrouver, puisqu'ils ne s'appelaient pas encore de leur nom de famille. Leur nom de famille leur est venu après 1808, car en 1808, au mois de juillet, très exactement, Napoléon a décidé qu'il fallait que tous les Juifs aient un nom de famille, ce qui n'était pas le cas partout jusqu'à présent. Alors, mon ancêtre, Moïse Joël Weil, s'est rendu à la mairie du canton de Bischofsheim et a déclaré devant l'officier d'état civil que dorénavant, sa famille s'appellerait Weil. Vous me demanderez pourquoi Weil? Parce que c'était un nom honorablement connu. Il y a une famille de rabbins Weil qui est célèbre en Alsace et dans la région du Rhin depuis le XIVe siècle. Et il y a un rabbin Weil qui était rabbin à Strasbourg en 1716. Et c'est pourquoi, après 1808, après le mois d'octobre exactement, tout le monde dans ma famille s'est appelé Weil selon la décision du grand-père Moïse Joël. Le grand-père Moïse Joël était marchand de veau à Lavalk, près de Niederbronn. Et puis son fils, avancé un peu dans la société, est venu s'installer à Strasbourg et il a obtenu de la mairie l'autorisation d'ouvrir un étal de boucherie. Un premier, rue de la Grange, un deuxième, rue des Tonneliers. Et puis, ayant un pignon sur rue, il a commencé à avoir des enfants. Son premier enfant était mon arrière-grand-père, mon grand-père, Myrtil Weil, qui est né en 1848. C'était le premier des 9 enfants du grand-père Félix et de la grand-mère Rosette. 5 garçons, 4 filles, et le premier a suivi la profession de son père, il a repris la boutique de boucherie de son père, et puis les autres frères, chacun sont devenus soit commerçants, soit employés, ils sont allés s'installer à Paris, mais l'avant-dernier des frères, qui est né 16 ans après son frère aîné, mon grand-oncle Georges, lui a commencé une profession toute différente, et on l'a envoyé faire des études à l'université. Et ça, c'était quand même un grand changement. Car finalement, il n'y avait pas un seul universitaire qui est dans cette famille jusqu'à présent. Et voici que Georges Weil fait des études, les réussit brillamment et finit par couronner cette carrière en devenant professeur d'ophtalmologie à la faculté de Strasbourg. Alors quand on voit l'évolution du marchand de veau qui était son grand-père, au boucher qui était son père, jusqu'au professeur de faculté au début du XXe siècle, vous savez, à cette époque-là, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire, on a, en un raccourci saisissant, toute l'évolution, l'insertion socio-économique d'une famille de marchands, de bestiaux, typiques de la campagne alsacienne, qui s'insèrent et qui deviennent à ce moment-là une famille typique qui rentre dans la bourgeoisie alsacienne. Dans la bourgeoisie alsacienne, certes, mais aussi dans la bourgeoisie tout court, et souvent en quittant le judaïsme. Sur les 300 personnes que compte l'arbre généalogique de Georges Weil, la plupart a perdu tout rapport avec le judaïsme, soit par l'éloignement naturel, soit par la conversion. Il est vrai que 22 d'entre eux vivent en Israël. Cela au moins semble préservé de la déjudaïsation qui frappa au XIXe siècle tant de juifs alsaciens. L'écrivain Alexandre Weil, né dans ce petit village, Schirhofen, village à majorité juive au demeurant, est un exemple remarquable des relations ambiguës que certains juifs entretenaient avec la société de leur enfance.
Monté à Paris, où il devint une figure marquante de la littérature et du parisianisme, il fut notamment l'ami de Victor Hugo et de Gérard de Nerval. Son œuvre, longtemps oubliée, a fait l'objet d'une savante étude due à Joël Friedman, lui-même alsacien, aujourd'hui professeur à l'Université de Jérusalem. Il est né en 1811, il s'est consacré pendant toute sa jeunesse à des études juives, il voulait même devenir rabbin, mais vers l'âge de 22 ans, il a décidé d'abandonner ses études juives, de jeter Moïse et le Talmud par-dessus bord pour se consacrer aux études profanes. Ce qui fait qu'il quitte son Alsace natale et il décide de se rendre en Allemagne d'une part, puis ensuite vers Paris, où il fera une carrière dans les lettres françaises. Ce qui nous intéresse ici, certainement, c'est son côté alsacien. Il était affligé d'un fort accent teuton dont le public, ses amis, ses ennemis, Baudelaire par exemple, se moquera très souvent. Mais il rédigera un certain nombre de récits, dont des mémoires intitulées Sa jeunesse, dans lesquelles il raconte l'expérience de sa vie, plutôt de son enfance. Elles sont certainement intéressantes de par son style, un style qui a parfois beaucoup de panache, beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie. Il y a un certain nombre de textes, de pensées qui ne sont peut-être pas très intéressants du point de vue littéraire, mais qui quand même, de l'histoire des idées, de l'histoire du judaïsme au XIXe siècle, peuvent avoir leur intérêt. Joël Friedman, Alexandre Weil a gardé pour les Juifs de son village beaucoup de tendresse ou est-il ironique dans sa description? Bien à la fois tendre et ironique. D'une part, il a gardé la nostalgie de la vie de son enfance, de la vie campagnarde d'une part et de la vie juive de sa famille et de la communauté juive de ce petit village de Chirofen. Mais d'un autre côté, il considère aussi cette vie juive parfois comme quelque chose qui disparaît, qui doit disparaître, étant donné qu'il avait une théorie bien à lui, une théorie du judaïsme, qui était fondée sur une espèce de mosaïsme, une espèce de retour aux origines, aux sources bibliques, un judaïsme faisant abstraction absolument de toute loi orale et de l'enseignement des rabbins. Joël Friedman, est-ce qu'on peut dire qu'à travers Alexandre Weil, on découvre un judaïsme alsacien du XIXe siècle qui cherche à s'assimiler? Non, certainement pas. Alexandre Weil, venant d'Alsace, a essayé de se frayer la voie dans les lettres françaises, c'est certain. Il a écrit 130 brochures et ouvrages. Il a voulu être écrivain français, mais ce qu'il a voulu aussi, c'est être une espèce de prophète en Israël. Et en cela, il a en fait lutté de toutes ses forces contre l'assimilation. Il a lutté contre l'orthodoxie d'une part, mais d'autre part contre les juifs assimilés qu'il considérait comme étant des lâches, qui ne pensaient qu'à singer la société des gentils. Le judaïsme d'Alsace va devenir citadin à la fin du 19e et surtout au début du 20e. Ça va vraiment signifier une déperdition très très profonde de l'être juif. Lorsqu'on est en ville, eh bien on ouvre son magasin le Shabbat, on entre dans cette compétition qui est celle du monde commercial, et peu à peu on fait un tas de compromis qui au fond sont très souvent des compromissions. Et ce judaïsme qui avait vécu jusque-là dans la bourgade, au rythme de l'année juive, le sien, qui va la valoriser, voire parfois jusqu'à mépriser ses propres traditions dans le cadre de la ville. En fait, ceci nous amène à parler de l'assimilation. Les Juifs alsaciens, tout de même, se sont assimilés. Une grande partie des Juifs alsaciens se sont assimilés. Ils se sont assimilés par désir de réussite sociale, par peur de se distinguer au sein de la ville de leur entourage, alors que chaque famille, par exemple, dans la campagne, avait sa souka, sa cabane à la fête des cabanes, eh bien, en ville, on a eu peur, on a tergiversé. On est devenus des Israélites, ou des Français, ou des Alsaciens de confession mosaïque. Et toute une teneur de cette religiosité s'est perdue dans la ville. Or, les Juifs n'ont pas été dupes. Il y a un dicton en judéo-alsacien qui dit la chose suivante, je vais d'abord le dire en judéo-alsacien, qui est « Alle Tag Yontef oni Shabbos ». Ça veut dire tous les jours c'est la fête, et puis c'est jamais le Shabbat. Ça veut dire que ces Juifs de la ville, eh bien, ils mènent la grande vie, mais ils ont perdu l'essentiel, à savoir le Shabbat. C'est ça l'assimilation. Les Juifs alsaciens ne tardent pas à jouer un rôle important dans la société française. Ainsi,
Plusieurs descendants de ce rabbin de campagne deviendront d'illustres écrivains ou universitaires. Nous devons ce portrait à la plume du peintre juif Alphonse Lévy, fin observateur du d'Alsace. Il a laissé une œuvre considérable, récemment rééditée par Emmanuel Heymann, et qui constitue un véritable montage d'instantané de la vie des Juifs alsaciens au XIXe siècle. Et puisque nous avons décidé d'ouvrir pour vous l'album de la famille du judaïsme alsacien, voici quelques-uns de ses plus illustres enfants. Attendez-vous à quelques surprises. Certes, vous n'ignorez pas que le capitaine Dreyfus appartenait à une de ces familles juives alsaciennes qui préférèrent émigrer plutôt que de devenir allemandes. Mais saviez-vous que le père de Léon Blum était un juif alsacien natif du village de Westhofen? Quant à Isidore Kahn, marchand de chaussures à Strasbourg et qui, même sous l'occupation allemande, persistait à orthographier son nom avec un C et non un K, c'était tout simplement le grand-père maternel de Pierre Mendès France. Ainsi, les deux premiers ministres juifs de l'histoire de France étaient d'origine alsacienne. Le rabbin Simon Debré, rabbin du petit village de Westhofen dont précisément était issu Léon Blum, fut le père d'un célèbre médecin, le professeur Robert Debré, converti au catholicisme, et le grand-père d'un autre Premier ministre, Michel Debré, ici en compagnie de Ben Gurion. Quant à l'écrivain André Mauroy, de son vrai nom Ernest Herzog, il appartenait également à une famille juive alsacienne qui quitta l'Alsace après la défaite de 1870 pour s'installer à Rouen. Et puisque nous en sommes aux écrivains, André Mauroy fit partie de l'Académie française, nous n'avons pas voulu nous contenter d'évoquer le passé. C'est un écrivain contemporain, le poète Claude Vigée, aujourd'hui établi à Jérusalem, que Francine Kaufmann est allée rendre visite dans sa petite ville natale de Bischwiller, où il parle encore le judéo-alsacien. Hij is eigenlijk een van je beste kameraden gezien. Ja, die is gestorven, de Pierre. Pierre De Pierre is gestorven, ja. Henri is een ouder. Er is aber nur älter wie wir, gell? Vielleicht, ja. Ja, er is een jaargang. Auf die Jahrgang waren ja aber älter. Das ist ein paar Is Jahre. het 20? Ja, Marita. Ja. Ja. Also, dann hat sich die Sache abgespielt im Lamm. Ja. Est-ce que vous vous souvenez de mes grands-parents? Non, vous étiez Non, trop petit. non, vous, je me vous souviens. souvenez un Les peu de vos grands-parents parents? de Monsieur Strauss. Vaguement, mais... Qui habitait là, à la coin, à l'étoffe. Vos parents. Il y avait pas un marchand d'étoffe. C'est ça, mon grand-père. Ça, c'était un petit, un peu gros. Oui, c'est mon grand-père, voilà. Jules. C'est C'était- ça oui, que je me ça. rappelle, mais très vaguement. Oui, oui, oui. Très vaguement. C'était mon grand-père. C'était de ton grand-père. Claude Vigée, nous sommes ici à Bischwiller, dans la maison natale de vos grands-parents, Oui, et de mon père. des marchands de draps. Oui, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils étaient tous marchands de draps, de père en fils. Et le magasin de draps, où je suis né, à quelques maisons d'ici, se trouve au coin de la grande rue de Bischwiller. Et mes grands-parents ont habité cette maison-ci jusqu'à leur mort dans les années 30. Nous sommes dans la salle à manger de mes grands-parents, avec des meubles qui ont été dans ma famille pendant des générations et qui ont été conservés jusqu'à nos jours. En effet, toute cette famille qui a quitté son ghetto de village au moment de la Révolution française, en 92 ou 13, a émigré du village d'abord à Haguenau, puis à Bischwiller au début du 19e siècle. Et c'est là qu'ils ont vécu et qu'ils ont vendu du drap sur 3 ou 4 générations. Mais que leur reste-t-il de juifs, de ce judaïsme alsacien? Ah, tout de même beaucoup. D'abord un certain humour et une façon de vivre et le respect des fêtes. Les grandes fêtes étaient encore observées non seulement chez mes parents, mais surtout chez mes grands-parents. Ils allaient à la synagogue en grande pompe les jours de fête, les sabbats plutôt rares. Et puis, bon, il y avait là une certaine tradition formelle. Mais déjà, du temps de mes grands-parents, la spiritualité juive, l'intériorité juive était perdue. Ce qui restait, c'était la cuisine. Alors ça, c'était très important. La cuisine juive. Et puis, une certaine sagesse épicurienne, un peu caustique. C'était des gens qui savaient vivre et qui surtout avaient horreur de tout ce qui change. Il fallait que rien ne bouge. C'est curieux parce que quand on connaît le judaïsme alsacien, on sait qu'il y avait beaucoup de colporteurs, le juif errant. Et vous avez d'ailleurs un ancêtre qui était colporteur. Oui, mais ça, c'est 2 générations auparavant. Ce sont mes aïeux du côté de ma mère, qui étaient des juifs de la campagne, des juifs villageois de la région de Seebach et de Wissembourg. Là, il y avait effectivement des marchands de grains
et de farine, puisqu'ils habitaient la campagne, ils étaient avec des paysans. Ils vendaient des noix, de la farine, du grain. Et l'arrière-arrière-grand-père, c'est-à-dire celui qui était encore né sous l'Ancien Régime, celui-là sous Louis XVI, lui était effectivement colporteur. Et là aussi, il y a cet humour très caustique. Voilà une histoire qui m'a été racontée que mes grands-parents prétendaient avoir reçu de leurs grands-parents, donc de mon trisaïeul, qui était colporteur campagnard. Alors, un jour, ce vieux colporteur rentre un de ses condisciples, ou le fils d'un de ses amis, qui était devenu riche en ville. Et ça se passe sous Louis-Philippe, ou peut-être sous Napoléon III déjà. Bon. Alors, celui qui a réussi, qui est allé en ville et qui est devenu riche, dit à l'autre, et tu sais, moi, le soir, je ne reçois qu'en bas de soie. Je mets des bas de soie. Alors, le vieux, le colporteur, qui se souvient que le père ou le grand-père de celui-là ne se promenait pas en bas de soie, lui dit « Oui, oui, moi aussi j'ai des bas de soie, mais les miens je les mets sur l'épaule. » Comme ton grand-père, a-t-il ajouté. Il faut lui rappeler que le grand-père de celui-là aussi n'était qu'un pauvre petit colporteur de la campagne du nord de l'Alsace. Eh bien, on vivait comme ça. Et je crois que ces gens-là avaient une grande sagesse. D'ailleurs, mon père, mon propre père, m'a inculqué également une sorte d'une philosophie profonde qui se résumait en ceci. Si c'est non, c'est non. Et il disait ça en judéo-alsacien, nit. Voilà. Donc il savait renoncer, n'est-ce pas? Il savait accepter les limites de sa condition. Je crois même que c'était leur plus grand talent. Ils acceptaient un peu trop vite. Mais c'est une famille très curieuse. J'ai la photo de mon arrière-grand-père et de mon arrière-grand-mère qui ont vécu ici avant mes grands-parents. Très pittoresque. Alors là, on voit que le ghetto n'est pas loin. Oui, le regard est très juif. Il s'appelait Josué Michel. Et mon nom hébraïque que j'ai eu de mon arrière-grand-père, c'est Yehoshua. Donc je tiens mon nom hébraïque, Yehoshua, de mon arrière-grand-père, dont vous avez la photo en main. Cet arrière-grand-père était un petit marchand de draps, un petit commerçant, un petit boutiquier, ici à Bischwiller. Et c'est de cette branche illustre que je suis sorti. Mais son frère, qui s'appelait Joseph, son frère a fait une carrière extraordinaire. Il est devenu consul de France à Vienne, en Autriche, puis je crois qu'il a fini ambassadeur de France sous Napoléon III. Ça, c'est la partie de la tribu qui a émigré, comme nous disons ici, à l'intérieur, n'est-ce pas? Ce Joseph, il a quitté l'Alsace, mais bien avant 71, bien avant la guerre franco-prussienne, et il a fait une grande carrière à Paris. Et son fils, si je me trompe, son fils, Paul Strauss, a eu également une carrière extraordinaire, puisqu'il était ministre de la Santé nationale, sous Poincaré, oui, dans les années 20, était ministre de l'Hygiène et sénateur de la Seine. Vous parlez judéo-alsacien encore? Ah oui, moi je le parle encore. Je l'ai appris de mon grand-père maternel, celui qui vient du village et qui était marchand de grains. Parce que les juifs villageois sont restés bien plus traditionnalistes que ceux des petites villes. Mes grands-parents paternels, ceux qui ont vécu dans cette maison, ne parlaient plus le judéo-alsacien. Ils en savaient encore quelques bribes qu'ils mélangeaient au dialecte alsacien commun et au français qu'on parlait le dimanche, n'est-ce pas? On parlait en français de parade, qu'on appelait le français du dimanche. Quand on avait, comme on disait, de la visite, alors on sortait le français. Ça n'arrivait que 3 fois par an, ça, ou le dimanche. Mais mon grand-père maternel, dont voici la photo prise le jour de ses noces en 1879, avec sa femme, ma grand-mère Sarah. Notre grand-mère Sarah, puisque étant cousins, nous avons les mêmes grands-parents. Cousin et époux. Cousin et époux, évidemment, oui. Ce sont nos grands-parents, Léopold et Sarah, le jour de leurs noces en 1879. Ils sont beaux. Ah, ils étaient très beaux, mais ce sont des juifs de la campagne, ceux-là, des juifs de village, de Sébar. Et eux ne parlaient, surtout dans leur jeunesse, que le judéo-alsacien. Et c'est de mon grand-père maternel, Léopold, que vous voyez là, que j'ai appris à mon tour, dans mon enfance, le judéo-alsacien. En judéo-alsacien, l'antisémitisme s'appelle Riches. Riches, oui, c'est ça. Riches, exactement, oui. Et un antisémite, c'est un Riches bonum, c'est-à-dire une tête de méchanceté, littéralement. Riches bonum. Eh bien, il faut dire qu'à Bischwiller, pendant toute cette période que j'ai connue, Bischwiller était une des rares petites villes en Alsace où l'on est beaucoup moins souffert de cela qu'ailleurs. Il y a toutes sortes de raisons à cela.
D'abord, l'influence très forte des idées révolutionnaires, depuis la Révolution française, une espèce de progressisme. Et puis, c'était une petite ville ouvrière. Je crois qu'elle était moins conservatrice, moins obscurantiste aussi que les autres villes d'Alsace, à travers le 19e siècle. Et quant à moi, toute mon enfance, je l'ai vécu ici jusqu'à 17 ans, eh bien, la plupart de mes copains étaient chrétiens. Et je n'ai pas personnellement souffert de persécution ou même d'injures ou d'humiliation du tout pendant toutes ces années. Je crois que Bischwiller était un petit paradis pour les Juifs. Et cela a des causes historiques. Et puis, vous viviez à Strasbourg, dans la haute bourgeoisie de Strasbourg d'ailleurs. Ah oui, on voit que la grand-mère maternelle d'Élie, ça c'était ce qu'on appelle en alsacien Besserilites, c'est-à-dire des gens bien. C'était la bourgeoisie. Peu pittoresque, en général. Est-ce qu'à Strasbourg, vous souffriez du riche? Pas du tout, absolument pas. Enfin, nous étions aussi très assimilés. Et par conséquent, on vivait comme les autres. Je n'ai jamais eu de problème, ni au lycée, ni parmi mes amis. Je ne faisais aucune différence entre les uns et les autres. Vous vous sentiez juive ou alsacienne ou française? Je me sentais les trois à la fois. Pour moi, l'élément alsacien dominait, à l'époque, n'est-ce pas? L'élément judéo-alsacien. Comme je vous le disais tantôt, je ne faisais pas de distinction subtile entre les racines alsaciennes et les racines juives. Moi, il me paraissait que de toute éternité, les juifs alsaciens étaient à la doublement juifs et doublement alsaciens. Les juifs alsaciens étaient profondément enracinés ici, rien qu'à Bischwiller. Eh bien, en me comptant moi-même, ça fait 4 ou 5 générations, au cimetière de Bischwiller, au cimetière juif, qui est très beau, très austère, sont enterrés non seulement mes parents, mais tous mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et 2 de mes trisaïeux. C'est tout de même énorme. Nous avons vraiment creuser nos racines ici. Mais ce sont des racines juives, c'est-à-dire ce ne sont pas les racines comme celles d'un arbre. Un arbre danse par son feuillage, par ses branches, mais l'arbre juif danse par ses racines, si je puis dire. Et il y a dans les rapports du juif alsacien avec l'Alsace, un rapport utérin, intime, mais typiquement juif, c'est-à-dire une sorte d'effervescence, une folie juive qui s'exprime aussi là-dedans. Je suis très lié à l'Alsace parce que pour moi, c'est une Alsace consubstantielle au judaïsme. Je ne les sépare pas. Il y a pour moi 2 sortes de Jérusalem. Il y a la Jérusalem de Judée, où j'habite, et puis la Jérusalem d'Alsace, dont je proviens. C'est la même peut-être, dans les racines où nous dansons. Je pense que parmi les descendants de certaines familles assimilées d'Alsace du XIXe siècle, il y a une redécouverte du judaïsme. Pour des raisons très simples, ils ont cru à l'assimilation. Ils ont cru à un humanisme général. Ils ont voulu à tout prix se fondre dans ce modèle obligé. Et ils ont découvert qu'il y avait là une impasse, qu'ils faisaient fausse route, que leur générosité débouchait parfois sur la barbarie. Alors, ils sont revenus pour retrouver à l'intérieur du judaïsme d'Alsace des forces vives qui leur permettent de faire face aujourd'hui. Souvent, ils sont beaucoup plus exigeants que l'étaient leurs parents, leurs grands-parents. Ils ne se contentent plus d'un espèce de judaïsme tiède. Ils veulent être authentiquement juifs, ce qui signifie bien à mes yeux, non pas fermés sur l'entourage, mais dialoguant avec l'entourage, mais à partir de leur identité juive. Comment avez-vous abouti à Jérusalem? Vous savez qu'au bout du compte, après toutes les errances, tout juif finit par arriver à Jérusalem. Eh bien, moi, j'ai simplement pressé la chose. La guerre a eu, sur moi, la Deuxième Guerre mondiale a eu une influence formidable. C'est là que j'ai vu pour la première fois que mes propres aïeux s'étaient trompés. N'est-ce pas? Que le chemin de l'assimilation et du silence menait finalement à Auschwitz. Enfin, je dis cela très brutalement, mais c'est le fait. Et tous ces vieux dont j'ai parlé, mes parents, enfin tous mes aïeux jusqu'à la 4e génération, jusqu'à Napoléon Ier, jusqu'à la Révolution, ont essayé, en toute honnêteté, de disparaître parmi les autres. Ils n'ont jamais réussi, parce qu'en eux dansait toujours, je crois, cette flamme juive, même ici en Alsace, et ils se sentaient chez eux, mais à leur façon. Eh bien, moi j'ai récupéré tout cela. J'ai compris, à la faveur des événements effrayants qui ont accompagné notre jeunesse, n'est-ce pas, le génocide, j'ai compris qu'avec toute leur bonhomie et toute leur sagesse,
mes aïeux immédiats avaient fait fausse route. C'était une sagesse à courte vue. Et j'ai bien sûr réagi contre cela, et en un sens, j'ai rompu avec la tradition dont je viens de vous parler. Elle est encore la mienne, mais finalement, ce n'est plus à moi, ça. Ce n'est plus moi. Mon orientation est tout autre. Effectivement, pour moi, à une certaine période, le judaïsme ne représentait pas grand-chose. Et je suis retourné vers le judaïsme après la guerre. Et c'est un mouvement, un itinéraire, si vous voulez, qui ne m'a pas été personnel, mais beaucoup de juifs alsaciens jeunes qui ont passé le trauma de la guerre ont senti que quelque chose s'était produit et ils sont revenus vers le judaïsme. Et tout à coup, ce judaïsme qui avait été pendant de longues périodes quelque chose de fade, de négligé, un judaïsme presque oublié, presque dont on s'excusait presque, a repris une belle flamme, est devenu vivant. Et ce n'est donc pas du tout par hasard si je prie au milieu d'amis qui ont fait exactement le même itinéraire que moi et qui habitent tout près de chez moi, dans cette Jérusalem, qui, si on disait de Strasbourg qu'elle était la Jérusalem de l'Alsace, on pourrait presque dire que Jérusalem est en passe de devenir le Strasbourg de l'Israël. Et en fait, le judaïsme alsacien était un judaïsme qui n'était pas caractérisé par des grands savants, de grands sages. Je sais très bien que dans la synagogue de mon grand-père maternel, on allait avec ses gros sabots, on portait un chapeau haute forme parce que c'était le samedi, mais on allait quand même en sabots. Et je sais aussi que le fils de mon grand-père lisait le journal parce qu'il s'ennuyait mortellement. Il ne comprenait rien du tout à ce qui se passait. Et par conséquent, ce judaïsme était, on pouvait le dire, en voie de se perdre. Bon, on pouvait le considérer comme mort, moribond. Eh bien, pas du tout. C'était une braise qui s'est conservée, une braise qui a conservé une chaleur parfaitement vivifiante, vivante, et puis est arrivée la tourmente de la guerre qui l'a allumée de nouveau, et voici que le judaïsme alsacien est devenu quelque chose de parfaitement vivant, flambant, éclairant, et je pense que nous, tous ceux qui sommes venus d'Alsace et vivons à Jérusalem, sommes un peu la preuve qu'il ne faut jamais désespérer d'un judaïsme qui se conserve, et que c'est par conséquent le judaïsme alsacien est un judaïsme d'espoir. Les enfants de Georges Weil, aujourd'hui citoyens israéliens, se souviendront-ils de leur patrie alsacienne aussi longtemps que les Juifs alsaciens avaient, eux, gardé le souvenir de leurs ancêtres les Hébreux? Nul ne peut le savoir. Mais la civilisation judéo-alsacienne reste aujourd'hui encore très vivante dans la mémoire de ceux qui l'ont connue ou découverte. À propos de découverte, nous ne vous avons présenté aujourd'hui que les Juifs des villes. Mais les communautés alsaciennes les plus originales et les plus hautes en couleur, c'était celles des villages, celles de ces Juifs à sabots dont nous parlait Georges Weil. Dans 15 jours, nous les découvrirons. האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. וישלח ויביאו והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. ויאמר השם קום משחררו כי זה הוא. ויקח שמואל את פרן השמן וישח אותו בקרב אחד ותצלח רוח השם אל דוד מהיום ההוא ומעלה ויקום שמואל וילך הרמתה. Bonjour. David est convoqué par son père Ishaï. Nous avons dit dans notre dernière émission qu'il est berger et il entre dans la pièce où se trouve le prophète Samuel chargé d'oindre le futur roi d'Israël. Que nous dit la Bible à propos de David? Elle nous donne des détails sur sa personne physique. Elle nous dit qu'il est roux, qu'il a de beaux yeux et qu'il est beau d'apparence. Et nos rabbins ont été très intéressés par ces détails, parce qu'il est évident qu'on ne nous parle pas ici de la personnalité de David. Il est évident que quand Samuel voit entrer un jeune homme, nous avons dit dans notre dernière émission qu'il a une trentaine d'années, Samuel voit, comme pour les autres frères, il voit d'abord une apparence physique. Mais comme ça nous est complètement égal de savoir la couleur de ses cheveux, qu'il soit roux ou qu'il soit brun, qu'il ait de beaux yeux, etc.,
Alors finalement, il doit y avoir une raison, se sont dit les rabbins, à cette description. Alors on va parler un peu de ce que l'on peut deviner de la personnalité de David d'après son apparence physique. En effet, nos maîtres reconnaissent d'une façon générale qu'il existe une relation entre l'apparence physique des individus et leur caractère. Sans que ceci soit une nécessité absolue, il y a des règles générales, et en particulier le qualificatif, d'abord employé au sujet de David, Admoni. C'est le premier, c'est déjà le plus important de dire qu'il est roux. Il est roux, c'est déjà une référence inquiétante. En effet, un autre personnage portait le même qualificatif, il était roux, Veu Admoni, c'était Ésaü, le fameux frère jumeau de Jacob. Et l'on sait combien Ésaü, dans la mémoire juive, a laissé un souvenir désagréable. C'était un homme violent, un homme de sang. Et d'ailleurs, la couleur, justement, roux, les cheveux roux, de David semble déjà indiquer une sorte de tendance vers la violence. Oui, enfin en tout cas, il y a une idée qui est très reçue dans le judaïsme et qui est que les rouquins sont des gens qui sont un peu sanguinaires ou violents. Alors je m'excuse auprès des rouquins très sympathiques, j'ai quelques amis qui sont rouquins et qui sont des gens tout à fait charmants, donc ne faisons pas du racisme anti-rouquin ici à la télévision, il y a déjà suffisamment de formes de racisme en France pour ne pas en inventer une davantage. Mais je me souviens par exemple avoir vu quelquefois des reportages sur des matchs de football ou de rugby et avoir entendu des commentateurs sportifs dire un vilain coup de pied de rouquin. Il suffisait qu'il y ait un sportif qui soit rouquin pour qu'on dise qu'il était un peu violent, qu'il ait tendance à distribuer des coups de pied à tort et à travers. Alors je pense qu'il s'agit d'une généralisation un peu abusive, mais il est vrai que le mot roux en hébreu, et le roux est très proche du rouge, que le mot roux vient d'un terme qui désigne le sang. À la fois la couleur rouge, Adam, et dame, le sang. Par conséquent, et ensuite, vous l'avez observé, mais il faut peut-être y insister, il n'y a que 2 fois dans la Bible où l'on parle d'un personnage qui soit rouquin. L'un c'est Ésaü, l'autre c'est David, à tel point que les rabbins nous disent que quand Samuel a vu entrer ce beau rouquin, parce qu'il est beau, on nous le dit ensuite, il s'est dit, est-il concevable que le futur roi d'Israël soit un personnage apparemment violent? Effectivement, d'ailleurs, un certain nombre de nos maîtres iront même jusqu'à dire qu'en fait, Admoni n'était pas la couleur de ses cheveux, mais indiquait plutôt le mazal, c'est-à-dire le signe du zodiaque sous lequel il était né, et qu'il appartiendrait donc à cette planète rouge, la planète Mars, dont on dit d'elle qu'elle sécrète en quelque sorte des enfants qui sont poussés vers le sang, et nous avons en mémoire le texte... Mars, c'est le dieu de la guerre. Le dieu de la guerre. Ce texte du Talmud de Shabbat qui indique que lorsque un père a un fils qui lui vient sous ce signe du zodiaque, il faut qu'il canalise ses instincts, car il risquerait de devenir meurtrier. Alors il vaut mieux en faire un shochet, un sacrificateur, et puis encore mieux d'en faire un moël, c'est-à-dire un homme chargé d'appliquer la circoncision, d'en faire donc une mitzvah. Et c'est immédiatement ce qu'atténue, dans la description de la Bible, s'atténue le deuxième terme de David, Yefé Enaim. En effet, voilà les yeux dont on dit qu'ils sont le reflet de l'âme, qui indique alors une douceur étonnante, qui indique automatiquement une sorte de complémentarité de ce caractère de violence. Sache que David est un homme aux yeux doux. Et que signifient ces yeux doux? On dit dans cette même tradition juive quelque chose de très beau concernant les yeux. On appelle le Sanhedrin, c'est-à-dire l'instance judiciaire suprême, les yeux de l'Assemblée. Aene Aeda, ils sont ceux qui indiquent le chemin à suivre. Et là, on a tout de suite voulu faire une référence à ce qui sera dans la vie future de David, pour lui, constamment la référence par excellence, c'est-à-dire celle au Sanhedrin. David ne sera pas, Dieu rassure Samuel, ne sera pas ce roi qui décidera d'une guerre parce que son tempérament lui indique qu'il faut aller sur les champs de bataille, mais qui lui indique qu'il aura des références morales dans sa vie et qu'il se tournera toujours vers le Sanhedrin avant d'entreprendre une campagne militaire. Non, ce qui me paraît, moi, particulièrement caractéristique ici, c'est que Samuel ne s'est pas tellement trompé, finalement. Peut-être que tous les rouquins ne sont pas violents, mais David est un personnage violent, il n'y a pas de doute. Nous ne révélons rien, je crois, de surprenant à nos téléspectateurs qui ont lu un peu la Bible, et en tout cas nous les incitons à la lire en avance, en leur disant que, à divers moments, David a manifesté une grande violence. Et peut-être d'ailleurs qu'on ne peut pas être véritablement un homme d'État, être capable d'appliquer quelque part une violence, parce que tout pouvoir implique aussi quelque part l'usage de la violence. Donc je crois que Samuel ne s'est pas tellement trompé, mais il y a dans la tradition juive, on peut dire dans la psychologie telle que la voient les rabbins, il y a un phénomène très intéressant et qui est que tout être humain porte en soi des tendances, mais qu'il peut les utiliser dans le sens du bien et dans le sens du mal. Au fond, la violence, on peut aussi
l'utiliser dans le sens du bien, aussi bien en se faisant violence à soi-même qu'en l'appliquant pour la justice. Par exemple, vous avez parlé de Sanhédrin, la justice est une violence. Quand on arrête quelqu'un et qu'on le met en prison, on exerce sur lui une violence. Mais cette violence est légitime. Et au fond, on pourrait dire que lorsque Samuel voit arriver David, il voit ces deux aspects en même temps. Il voit la violence dans le fait qu'il est rouquin, et dans son regard, il voit que c'est un homme qui sera un homme de légitimité. Parce que vous avez dit que les yeux sont le symbole du Sanhédrin, c'est vrai, mais voyons d'un peu plus près la façon dont la Bible décrit ses yeux. Elle ne vient pas nous dire, comme dans un film célèbre, « t'as de beaux yeux », ça nous est bien égal que David ait de beaux yeux, très bien pour lui, d'ailleurs ça lui a pas mal servi dans l'existence, nous le verrons dans la suite. Il avait de très beaux yeux. Mais en hébreu, les beaux yeux, ça a un tout autre sens. Les beaux yeux désignent un regard d'amour. Le Talmud, vous le savez, oppose deux types de regards, ce qu'on appelle le regard mauvais et le regard bon. Le regard mauvais, c'est le regard de jalousie. Le regard bon, c'est le regard qui sait voir chez l'autre ce qu'il y a de mieux en lui. Et par conséquent, David, il a le beau regard. C'est pas les beaux yeux, c'est très très différent. Parce que les gens peuvent avoir de très beaux yeux, des acteurs du cinéma ont de beaux yeux, mais ils n'ont pas un beau regard. Le beau regard, c'est une façon de regarder le monde, et donc c'est ici, en quelque sorte, une complémentarité entre la violence, qui est l'application de la rigueur, et le regard, qui est l'application de l'amour. Et cette atténuation, finalement, va donner le troisième qualificatif qui va être décisif pour Samuel, Tov Re'i. Il est bon d'apparence. Il est beau. Là, ça veut dire vraiment il est beau. Et je crois précisément, c'est ce que je souhaitais dire. Le mot Tov est toujours ambigu. Il désigne à la fois une dimension esthétique et une dimension morale. On dit que quelque chose est beau en hébreu, c'est Tov. Et quelque chose est bien, eh bien c'est Tov. Est-ce que ça ne veut pas finalement dire la même chose? C'est-à-dire ce qui est beau, c'est ce qui est bien. Oui, c'est un vieux débat philosophique depuis Platon sur l'identité du bien et du beau. Nous voyons que là, il est à la base même de la création du monde, puisque Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était beau, était bien. Et je crois que ici, c'est le problème qui est posé. En fin de compte, qu'est-ce qu'on va retenir de sa personnalité? Le mot Tov. Et c'est ce mot Tov qui va être décisif pour le choix de David. Ce qui est très remarquable ici aussi, si on regarde ces trois adjectifs par lesquels est qualifié David, c'est de constater qu'il est rouquin. On nous dit qu'il a un beau regard et qu'il est beau à voir. Et on peut donc dire que c'est celui qui jette sur les autres ce beau regard, ce regard qui n'est pas un regard de haine, d'envie, etc., et qui est un regard de justice, celui-là est aussi beau à voir. C'est-à-dire qu'ici, nous avons deux fois le mot voir. Voir pour la façon dont David voit les gens et la façon dont il est vu. Or, il est vu beau parce qu'il les voit beaux. Et je crois qu'il y a là une complémentarité dans le langage biblique qui est extrêmement intéressante. וישלח ויביאו, והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. ויאמר השם, קום אשחהו, כי זה הוא. Et deuxièmement, on observe une chose, c'est que tout être humain porte en soi des qualités, et les rabbins du Talmud nous disent que les bons et les méchants ont les mêmes qualités. C'est-à-dire, au fond, vous prenez un shérif et vous prenez un gangster, quelquefois, vous pourriez intervertir, parce que le shérif est quelqu'un qui met la violence au service de la loi. Bon. Donc, ils ont les mêmes qualités. Ça dépend comment ils les utilisent, et ils remarquent que Salomon a dit le bon et le mauvais, le pur et l'impur ont le même destin. Et alors il dit, ça veut dire que David et le contraire de David, c'est la même chose. Et ils prennent un exemple qui est très intéressant. David est appelé bon. Le roi Nabucodonosor qui a détruit le temple est appelé mauvais. Et les deux, disent-ils, ont été rois. L'un a voulu construire le temple, l'autre l'a détruit. Et les deux ont régné 40 ans. Et donc nous avons un exemple extrêmement caractéristique de ce que Dieu donne à deux rois, les mêmes pulsions, les mêmes forces, mais l'un bâti et l'autre détruit. וישלח ויביאהו, והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. ויאמר השם, קום אשחהו, כי זה הוא. Alors Samuel, qui a peut-être eu un mouvement de recul quand il a vu arriver ce rouquin qui lui rappelait fâcheusement Ésaü, mais qui ensuite, en regardant dans les yeux de David, s'est rendu compte qu'il avait affaire à une personnalité qui sortait du commun, David tout à coup entend une voix. Parce que Dieu lui dit, c'est lui. C'est lui, tu peux loindre parce que c'est lui. Et donc, nous ne savons pas comment Samuel a entendu cette voix. C'est probablement une voix intérieure. Mais en tout cas, David, maintenant, va être loin. C'est ce qu'on nous dit au verset suivant. Samuel prend la corne et décide de oindre David au milieu de ses frères. Et là-dessus, vous avez quelque chose à dire. Je sais à quoi vous pensez sur les frères. On dit dans la Torah que le roi d'Israël doit être choisi parmi ses frères. C'est à ça que... Notamment, et puis je pensais que je viens de remarquer à l'instant qu'ils sont mignonnes. Il y a donc le minimum requis, puisqu'il y a 8 frères, le prophète et le père, ce qui fait 10 personnes.
qui donne tout de suite à l'entrée de David sur la scène politique une dimension, j'allais presque dire, nationale. וישלח ויביאו והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. ויאמר השם קום משחהו כי זה הוא. ויקח שמואל את קרן השמן וימשך אותו בקרב אחיו ותצלח רוח אל השם אל דוד מהיום ההוא ומעלה ויקום ילך הרמתה. Non, mais là, l'intérêt que les rabbins du Talmud ont trouvé à cette expression, que David est oint parmi ses frères, est oint d'une façon d'ailleurs assez étrange, parce que nous verrons par la suite que ses frères n'en parlent jamais. Et je ne sais même pas si ses frères ont compris ce qui se passait. Parce que l'onction avait une fonction pour le prêtre, nous le savons, elle en avait une pour le roi également. Il y avait des frères ont-ils compris que David était désigné comme roi? Personnellement, je ne le pense pas. Parce que à voir comment ils le traitent par la suite, ils n'ont certainement pas dû prendre tout ça très au sérieux. On regrette que la Bible, qui nous donne tellement de détails sur l'armure de Goliath, ne nous en donne pas sur la psychologie des frères. J'ai l'impression que ce qui est rassurant et que finalement vos paroles m'indiquent, c'est que dans l'apparence de David, rien n'a changé. Quand le verset dit « Vatitzlach roi Hashem », ce qui veut dire que désormais l'Esprit de Dieu l'habitait, le faisait tout réussir, on avait brusquement comme l'impression de quelqu'un qui a beaucoup de chance. Il réussit tout ce qu'il fait, mais ni son aspect physique, ni sa façon de parler, ni d'être n'a fondamentalement évolué. Ce qui veut dire que le fait qu'un homme soit habité par Dieu ne le rend pas différent des autres. Non, mais ça se passe très discrètement. On verse un peu d'huile sur sa tête, l'Esprit de Dieu s'empare de lui, personne ne s'en rend compte, Samuel s'en va, et David va continuer pendant très longtemps à mener la même vie, peut-être à faire la vaisselle à la maison, exactement comme jadis, et ses frères ne semblent pas lui accorder plus d'importance. Et à propos de l'onction, dont je disais que ce qui est important, c'est que ça se fait parmi les frères, parce que les rabbins y ont vu une réminiscence. La Bible dit que lorsqu'on nomme un roi d'Israël, on doit le nommer du sein de tes frères. Ce qui d'ailleurs, sur le plan de la loi juive, indique qu'il faut absolument que le roi d'Israël soit d'origine juive. Bon. Mais aussi, ça veut dire au second degré, il doit être admis par ses frères. Je crois que le fait d'être choisi par Dieu ne doit pas nous déconnecter de la nation, du peuple. Il est très important que l'audience qu'un homme doit avoir auprès de ses frères soit ressentie d'abord humainement. Et comme vous le disiez très très bien, je crois que le fait que David reste parmi ses frères, ça indique qu'il est agréé par eux et que le choix de Dieu doit en quelque sorte toujours être confirmé par les hommes. Oui, alors on peut dire d'une manière peut-être un peu triviale, pardonnez-moi l'expression, on peut dire qu'en tout cas David ne joue pas des mécaniques une fois qu'il a été oint par Samuel, que ses frères ne le prennent pas tellement plus au sérieux, que la fraternité quelque part finalement est préservée et que David est changé seulement sur le plan intérieur puisque l'Esprit de Dieu s'empare de lui. Cet Esprit de Dieu, c'est-à-dire une sorte d'inspiration qui maintenant va le saisir en permanence et qui fait qu'à divers moments, David va communiquer presque directement avec Dieu. Cet Esprit de Dieu, c'est cela qui avait fait de Saül le premier roi d'Israël. Et maintenant, il se passe quelque chose que l'on peut prévoir en raison du principe des vases communicants, c'est-à-dire que si l'Esprit de Dieu s'empare de David, il va nécessairement quitter Saül. Dès que David est oint, Saül tombe malade, ce sera le sujet de notre prochaine émission. ויאמר השם אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול, ואני מאסתיו ממלוך על ישראל, מלא קרנך שמן, ולך אשלחך אל ישי, בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול. L'émission Source de vie maintenant, cela jusqu'à 10h, le titre Juifs des campagnes et l'émission est réalisée par Josie Eisenberg. Comme dans la fable de La Fontaine, il y avait en Alsace des Juifs des villes et des Juifs des champs. Ces derniers, qui vivaient dans de petits villages, constituaient les représentants les plus typiques de la civilisation judéo-alsacienne. Marchands de bestiaux, colporteurs, petits commerçants, ils peuplèrent jadis les romans d'Erckmann-Chatrian. Au XXe siècle, du fait de l'urbanisation puis de la guerre, les communautés rurales ont pratiquement disparu. Quelques juifs des campagnes sont cependant restés jusqu'aujourd'hui, fidèles à leur terroir. Ici, à Mutzig, Francine Kaufmann a rencontré quelques authentiques survivants de ce judaïsme haut en couleur, notamment par sa langue, le judéo-alsacien.
Ah, mooi Hofberg, bekijkt. Bei dir, ne? Zo, Familie, alles in Ordnung. Deine Spur. Und die Mathematens, kein Aar. Noch ein Master. Ja? Noch ein Master. Ich habe jetzt die Kühe gelügt. Was es kostet. Da viel Kühe, das ist auch nicht wie aufgeht, Ja, wie es Kiefeln in der Es ist da ja eine meeste Fach genügend. Das ist auch nicht wie es ist da ja eine genügende Fach. Die geht auf wie es Kiefeln in der Pfanne und an ihre Sprache. Kieschel in der Pfanne, bühren mich herum, jetzt brauche ich kein Kieschel mehr. Monsieur Wolf, Monsieur Kahn, vous parlez souvent judéo-alsacien entre vous? Quand on se rencontre, oui. Est-ce que c'est votre langue maternelle? C'est notre langue maternelle. Et qui, qui emploie encore le judéo-alsacien en Alsace? Les vieux juifs. Il en reste beaucoup? Pour certains gens, il en reste beaucoup de trop. Et est-ce que vos enfants comprennent le judéo-alsacien? Ils le comprennent, ils savent l'allemand, parce que qu'est-ce que c'est le judéo-alsacien? C'est un vieil allemand du XVe siècle, n'est-ce pas? Quand ils sont partis pour la Pologne, n'est-ce pas? Ils parlaient l'allemand, ils venaient de Franconie. Et après, il y a des mots yiddish, hébreu dedans et tout. Et il n'y a plus que les vieux qui le parlent. Ça, c'est le résultat. René Wolf, est-ce qu'il y a des proverbes, est-ce qu'il y a des dictons que vous employez dans la vie quotidienne en judéo-alsacien? Ja. Par exemple? Un Schwalm bringt kein Sommer. Ça veut dire? Il faut que je parle, oui, en français. Expliquez en français. Ça veut dire une hirondelle n'emporte pas le printemps. Écoutez, à la guerre de 14, n'est-ce pas, les Allemands étaient tout le temps en train de gagner. Alors, un jour, ils prenaient Charleville, un autre jour, une autre. Charleville haben wir eingenommen, Messier haben wir eingenommen. Alors, il y avait un vieux juif qui a dit, ohne Messermaschine, hein, das werden wir auch noch einnehmen. Il faut te dire que Messermaschine, ça veut dire une mot rapide. Et ça, c'est l'humour judéo-alsacien? Oui, c'est l'humour alsacien. Et puis, ça se passait à Osthofen. Il y avait des gens qui ont changé de maison. Alors, quelqu'un de la parenté est venu pour voir. Et la serrure ne marchait pas bien. Alors, ils sont entrés, ils ont fait leur course, ça veut dire ils lui ont servi quelque chose à boire et à manger. Et puis, ils lui ont demandé, qu'est-ce que tu dis de notre maison? Alors, elle a dit, a Haus wie ein Schloss. Ça veut dire une maison comme une serrure. Tu comprends l'astuce? La serrure ne marchait pas, alors ils lui ont demandé la maison, il a dit la maison est comme la serrure. C'est aussi un château. Alors ils croyaient qu'ils avaient un château, n'est-ce pas? Haus wie ein Schloss. Frédéric Raphaël, est-ce qu'il vous arrive d'utiliser encore aujourd'hui des dictons ou des proverbes, ou des mots typiques en judéo-alsacien? Pour sûr, il m'arrive, pas constamment, mais très très souvent, d'utiliser des mots, des dictons, des sentences en judéo-alsacien, et que je n'arrive pas à traduire en français. C'est elles qui viennent spontanément, parce qu'elles traduisent spontanément tout ce que je ressens à ce moment-là, alors que lorsque je passe par le français, je suis obligé de faire une périphrase qui explique ce que j'ai voulu dire dans cette formule souvent ramassée. Il y a là aussi pour moi une espèce de connivence avec d'autres juifs alsaciens où on se comprend en quelque sorte à demi-mot. Pas besoin d'exégèse, pas besoin de développement. Il suffit qu'on fasse allusion, tel mot, telle sentence, et l'un et l'autre, nous savons parfaitement ce que nous ressentons en ce moment-là. La plupart des marchands de bio parlaient judéo-alsacien. C'était d'ailleurs le dialecte ou la langue qu'on parlait dans les villages juifs. C'était le judéo-alsacien, le Yiddish-Deutsch, était d'abord, avant d'être la langue des commerçants juifs, c'était la langue de la maison. C'était la langue de l'intimité. C'était de la langue dans laquelle on exprimait ses sentiments. C'était la langue de l'entre-soi. C'était elle qui était connotée, chargée de chaleur, d'affection. Dehors, on parlait la langue des gentils, Goyimlich, c'est-à-dire l'alsacien. Et puis, quand on avait de l'ambition et qu'on envoyait les gens au collège, les jeunes au collège, alors là, ils apprenaient ou le français ou l'allemand, qui était la langue un peu de la réussite sociale. Et j'ai moi beaucoup de regrets que cette langue judéo-alsacienne, je dis bien langue, parce que c'était une langue totale, soit en train de disparaître. Elle était aussi, il faut bien le reconnaître, la langue de la complicité entre les commerçants. Quand on voulait que l'autre ne comprenne pas bien, eh bien, l'autre non-juif ne comprenne pas, on s'adressait, on s'interpellait en judéo-alsacien. J'ai vu de mes propres yeux mon grand-père grimper à l'échelle pour chercher un rouleau de drap, et ma grand-mère, voyant entrer dans le magasin,
un personnage douteux, malhonnête, appelant mon grand-père, par une expression convenue, Jules, descends vite, apporte l'article DLG. L'article DLG, c'était les initiales de l'expression judéo-alsacienne, Das Lutherganft, cette canaille vole. Et mon grand-père, entendant ça, redescendait l'échelle 4 à 4 pour surveiller le voleur. Claude Vigée, vous utilisez le judéo-alsacien parfois dans vos écrits. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un écrivain pour lecteurs en voie de disparition? Enfin, je l'utilise très rarement. C'est une langue morte. C'est une langue aussi rare que le sanskrit ou les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne. Bien sûr, aujourd'hui, c'est une langue presque oubliée. Personne ne la parle plus, sauf quelques vieux, ou alors des gens qui font des études spécialisées là-dedans. Bientôt, on fondera des chaires du judéo-alsacien, comme des chaires d'Inca, de Maya ou d'Aztèques. Ce sera très curieux. Nous avons vu que les Juifs étaient surtout prêteurs sur gage, qu'ils avaient très peu de métiers qui leur étaient ouverts. Quels sont les principaux métiers juifs au XIXe siècle? Les principaux métiers des Juifs au XIXe siècle, de ces Juifs établis dans la campagne, sont des métiers d'intermédiaires. Ce sont des petits marchands de bestiaux qui font l'intermédiaire entre le fermier, le paysan, le boucher. Ils sont souvent d'ailleurs bouchers eux-mêmes également. Ce sont les marchands de terre. Ce sont les petits colporteurs qui battent à longueur de semaine la campagne. Ce sont des métiers, somme toute, de petites gens, de pauvres gens. Et je dirais qu'à la limite, ce type de métier itinérant entretient en Alsace le mythe du juif errant. Frédéric Raphaël, votre propre père était marchand de bestiaux, je crois. Qu'est-ce qu'il vous disait de son métier? Mon père vivait son métier dans une totale ambiguïté. Il en voyait à la fois le côté sombre. Le côté sombre, c'est cette espèce de mépris qu'il ressentait parfois, le tutoiement des gamins, le fait d'être parti tout le temps, de manger pratiquement rien dehors. Il emportait sur ses vieux jours sa canette à l'extérieur. Donc une espèce de fragilité, le fait d'être pas beaucoup chez lui. Mais en même temps, et c'est ça toute l'ambiguïté, il avait des rapports avec les paysans qui étaient des rapports de confiance tout à fait extraordinaires. Si vous voulez, le plus grand honneur d'un marchand de bestiaux comme mon père, c'était, et ça se résume dans une phrase en judéo-alsacien, je vous la cite, tant pis, Ich bin Darkef bei den Goyim. Ça veut dire, je suis bien vu, je suis estimé chez les Goyim, chez les non-juifs. Être bien estimé par les non-juifs, c'était peut-être pour lui la réussite suprême, beaucoup plus que se faire de l'argent et devenir un gros marchand de bestiaux. Il n'est jamais devenu un gros marchand de bestiaux. Et ceci m'a beaucoup frappé, parce que le type de relation de confiance qu'il a établi avec les paysans, mon grand-père allait souvent dans les mêmes fermes, mon arrière-grand-père allait, un tas de secrets de famille, un tas de conseils transités par le juif. On mariait rarement sa fille sans demander l'avis du marchand de bestiaux juif que l'on connaissait bien. Je peux simplement dire que lorsque j'ai affaire à des non-juifs et que je me sens en confiance et qui me permettent d'être vraiment ce que je suis très profondément et qui m'acceptent comme tel et pas d'une façon condescendante, mais qui finalement valorise ma différence de juif, eh bien me revient l'expression de mon père, brafikoyum. Brafikoyum, c'est les braves gentils, c'est tout. C'est le voisin non-juif en qui on peut avoir une confiance totale. C'est celui qui vient vous apporter des fleurs pour décorer à la fête des cabanes, la souka que l'on a construite. C'est celui qui donnait à mon père, ou cette femme qui donnait à mon père un bouquet pour garnir la table du Shabbat. C'est là aussi, c'est les non-juifs chez qui on m'envoyait à la Pâque juive distribuer du pain azim. Brafikoyum, pour moi, c'est tout cela. J'ai une cliente, elle est morte. Elle s'appelait Salomon. Né Salomon, mais c'était des catholiques. Alors peut-être il y a 6 ou 7 générations, hein, il y a peut-être comme... Mais alors, elle savait le Yiddisch-Deutsch, hein, elle est morte l'automne dernier. Elle savait le Yiddisch-Deutsch mieux que moi. Norbert Kahn, depuis combien de générations votre famille est marchand de bestiaux? Au moins depuis 4. De mon côté, du côté de ma femme, mon beau-père était tailleur, et du côté de ma belle-mère, il n'y avait pas de... Alors, il y avait quand même une grand-tante de ma femme qui était mariée à un marchand de bestiaux aussi. René Wolf, de votre côté, depuis combien de générations? À peu près 5. Que je sais, les autres, je ne sais pas. Pour vous, est-ce qu'il était naturel de devenir marchand de bestiaux? Eh oui, c'était naturel. C'était presque toujours de père en fils qu'il y en avait un. Moi, je suis marchand de bestiaux par accident, pour ainsi dire. Mon père est devenu malade.
parce que moi, ce métier ne m'a jamais plu. Pourquoi Pourquoi Il ne m'a pas plu. C'était Il trop faut aller, dur. n'est-ce pas, dans le temps, on allait de maison en maison. On demandait, vous n'avez rien, vous n'avez pas de bête à vendre ou à acheter, c'est pas... Pourquoi les Juifs sont devenus marchands de bestiaux? Parce qu'ils n'avaient pas droit à la terre. Alors, ils s'étaient bien forcés de faire quelque chose. Le clergé et la noblesse les employaient pour prêter leur argent parce qu'eux, c'est défendu de prendre un intérêt pour l'argent. Alors, ils avaient les Juifs qui étaient là. Est-ce qu'encore aujourd'hui, au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, les Juifs prêtent à intérêt? Il y a de grandes banques maintenant, on n'a plus besoin de Juifs. Non, Il y a mais- des caisses, n'est-ce pas? Écoutez, moi, c'était un peu préparé. En 1935, mon père est tombé malade. Ça fait que j'ai pris la succession un peu à contre-cœur. C'était un métier assez dur. Le marché de Saverne, dans le temps, il commençait en été à 6 heures du matin. Hein. Alors nous partions, ma femme m'accompagnait à 3 heures du matin en camionnette et on ramenait de genissons, de Rasmont-Béliard parce que j'avais des demandes ici. Dans mon jeune âge, j'ai encore fait beaucoup à pied, n'est-ce pas? Même encore de 45 à 52. Des fois, on avait un wagon, des fois, il y avait encore la pénurie ferroviaire. Alors, j'ai encore fait 30 kilomètres dans une journée à pied avec des vaches. Alors, c'est que les vaches, des fois, elles n'étaient pas habituées, c'était pas toutes des bêtes d'herbage. Des fois, elles se couchaient au bord de la route, n'est-ce pas, sur la banquette. Eh bien, il fallait attendre qu'elles... Vous n'êtes pas, vous, devenu marchand de bestiaux? Non, très franchement, j'avais qu'une envie, c'était de m'en sortir. J'avais qu'une envie qui était de réussir autrement. Pourquoi? Parce que c'était une vie extrêmement dure. Mon père se levait généralement à 4 heures du matin et rentrait très tard le soir. Il faisait des kilomètres et des kilomètres à pied dans la montagne, dans la forêt, par tous les temps. C'est une vie qui me paraissait rude. Il faut être aussi honnête, je crois que j'aurais très mal supporté une espèce de condescendance parfois, de mépris parfois. J'étais plus exigeant, j'étais plus révolté et j'avais envie de m'en sortir. Mais je crois que maintenant, en étant urbanisé, en étant pris un peu dans ce style de rapport factice qu'entretient la ville, j'ai parfois des regrets en me rappelant ces relations profondes, ces relations chaleureuses qu'avaient mes parents avec leur entourage. Si je me souviens, si vous voulez, au mois de mai, au moment où nos voisins allaient à l'office du soir, pendant le mois de Marie, eh bien, nous allions, nous, à l'office de l'Homère, de la période juive entre la Pâque et le Don de la Loi, et tout le monde se retrouvait dans la rue. Les voisins étaient sur nos bancs, les enfants jouaient ensemble. Il y avait là une convivialité, il y avait là une chaleur des rapports que je n'ai jamais pu retrouver dans l'espace urbain. René Wolf, est-ce qu'on considère le métier de marchand de bestiaux comme bekoved, c'est-à-dire honorable? Ici, oui, en Alsace, on le trouve beaucoup. Il y en avait énormément, n'est-ce pas? Et quels étaient les rapports avec les non-juifs? Avec les non-juifs, tu sais, un commerce avec un article vivant, c'est très difficile parce que tu peux avoir la meilleure bête et demain elle est malade. Alors évidemment, quand elle tombe malade, on dit c'est le juif. Monsieur Kahn, vous êtes conseiller municipal de Mutzig. Cela signifie que les non-juifs vous respectent. En 1977, on est venu me forcer la main. On est venu à 10 reprises pour que j'aille sur une liste. Je ne pensais pas être élu. C'est une preuve qu'il n'y a pas tellement d'antisémitisme à Mutzig, vous voyez. Le maire, il m'a une fois dit, Monsieur Kahn, vous nous posez des cols, la 3e ou 4e séance du conseil municipal. Alors je lui ai répété qu'un de mes clients a dit qu'il avait des garnitures dorées comme on met aux chevaux et qu'il voulait m'en faire cadeau pour que je puisse mieux rocher la terre. Mais je lui ai répondu, vous savez, monsieur le maire, les Mutzigeois ne m'ont pas élu au conseil municipal pour que je fasse uniquement comme ça. Monsieur Wolf, est-ce qu'à Kolbsheim, il y a des juifs au conseil municipal? Maintenant, il n'y en a plus. Mais dans le temps, et dans le temps allemand même, n'est-ce pas, il y avait
À Kolbsheim, il y a des protestants, des juifs et des catholiques. Alors, chaque confession, la confession juive aussi, il fallait un homme qui était élu, qui était toujours élu. Yiskadash, Sheme'abo, Yolmodi Foriruze, V'yamdir Malchuze. Norbert Kahn, vous êtes non seulement marchand de bestiaux et membre du conseil municipal de Mutzig, mais aussi chazan, chantre, ministre officiant. Vous avez appris le métier? Je suis plutôt amateur. D'abord, nous avions un chazan qui est mort en 31-32, M. Marx. Je crois que c'est déjà celui-là qui avait appris à plusieurs la Haftara. J'ai dit la première Haftara en 1931 à 11 ans. Et alors, au Yom Tov, nous faisions la chorale pour le Ausheben, vous voyez, pour la sortie de la Torah. Il y a combien de juifs qui viennent à la synagogue à Mutzig? Il n'y en a plus que 3 ou 4, malheureusement. Le combat va bientôt cesser, faute de combattants. Mais toutes les fêtes, tous les Yom Tov, vous avez un office? C'est-à-dire, au Yom Tov, nous faisons en collaboration avec Molsem et Rosem. Et ensemble, vous avez Minyan, vous êtes 10 hommes? Oui, Monsieur Baer a déjà des fois dû en faire venir même de Strasbourg. Ces communautés connaissent donc la mort lente. Mutzig, jadis florissante, ne peut plus réunir les 10 juifs nécessaires pour la prière en commun. Et ne vous y trompez pas, si l'on trouve ici de nombreuses étoiles à 6 branches, ce n'est pas à cause des juifs, mais parce que cette étoile est celle des brasseurs de bière qui ont fait la gloire de Mutzig. Tout près de Mutzig, le problème est le même dans une autre communauté qui fut l'une des plus glorieuses du judaïsme alsacien à la fin du Moyen-Âge, Rosheim. Lorsque les juifs des bourgades avoisinantes se mettent en commun pour organiser un office, à l'occasion des fêtes, ils sont obligés de faire venir un officiant bénévole de Strasbourg. Dans de nombreuses communautés en Alsace, à la suite de la défection vers les villes, on s'est retrouvé très souvent à des nombres très restreints dans les communautés. Et ici, par exemple à Molsheim, nous n'avons absolument pas Minyan, nous nous retrouvons 3, 4, et grâce à l'aide de l'apport de la communauté de Mutzig voisine, que vous voyez là-bas d'ailleurs, et des communautés voisines également, telles que Rosheim, Griesheim et j'en passe, nous arrivons à réunir un Minyan à l'aide parfois de certains apports strasbourgeois. Très souvent, c'est par l'intermédiaire du consistoire que nous trouvons ou qu'il y a des demandes des communautés pour effectivement faire l'office dans ces petites communautés éparses à travers l'Alsace. Que se passe-t-il par exemple au jour de fête? Vous n'êtes pas en famille? Eh ben non, cela fait à peu près 10 ans maintenant que je fais les offices, au début à Sarre-Union, à proximité de Strasbourg, et là, cela fait 7 ans à Molsheim. Par exemple à Pessah? Ben, cette année, il n'y aura vraiment plus Minyan du tout à Molsheim, et de ce fait, ce sera donc mon premier Pessah familial à Mulhouse depuis 7 ans à peu près. Lorsqu'il y a 2 jours de fête, est-ce que vous restez toute la semaine à Molsheim? Alors, justement, comme il y a l'apport Mutzichois qui vient à Molsheim pour le premier jour des fêtes, nous allons le deuxième jour à Molsheim, donc nous partageons les offices un jour et l'autre. Vous pouvez y aller à pied? Oui, nous prenons la route pour aller à la Schule à Mutzig et nous revenons par les vignes pour le retour, pour profiter un petit peu de la fête et du paysage. Et le lendemain, c'est le contraire? Et le lendemain, c'est l'inverse, c'est ça. En se fédérant, certaines petites communautés arrivent encore, mais pour combien de temps, à survivre et à faire fonctionner à tour de rôle des synagogues jadis pleines. Mais lorsqu'elles sont trop éloignées, il reste encore une ressource, le rabbin itinérant qui, en Alsace, présente la particularité d'être fonctionnaire d'État. Ainsi, le rabbin Furt dessert 3 communautés, Benfeld, Westhouse et Erstein. C'est un travail passionnant. Il est à différentes facettes. C'est autant le travail peut-être d'assistante sociale,
dans les relations avec les gens, beaucoup de gens isolés, de gens âgés, de gens malades, dont il faut atténuer la solitude. On vous convoque également pour les enterrements, pour les mariages. Malheureusement, beaucoup plus d'enterrements que de mariages. Et les relations avec les autres confessions? Ouais, elles sont excellentes. Je vais donner comme exemple Erstein, où il y a eu toute une évolution dans la célébration du 11 novembre. Et aujourd'hui, on est arrivé à la situation suivante, c'est que on fait la cérémonie devant le monument aux morts, et c'est chaque fois un des représentants des différents cultes, soit l'abbé, soit monsieur le pasteur, soit moi qui le faisons au nom des trois cultes, et cela permet de montrer le lien qu'il y a entre les gens de toutes les confessions dans ces villages. Est-ce qu'il y a, à votre avis, un avenir pour les communautés de campagne? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et c'est dommage. Lorsque j'ai commencé mon travail à Erstein, j'ai eu l'idée de rassembler tous les jeunes de tout le département, des communautés isolées. Et on est arrivé jusqu'à réunir jusqu'à 80 jeunes. Et je me rappellerai toujours qu'il y a une jeune fille qui m'a dit « Oh, c'est la première fois que je rencontre un garçon juif. » Tout près de l'aérodrome de Strasbourg-Ensheim se trouve Kolbsheim, une de ces nombreuses communautés juives qui n'avaient rien de remarquable, mais où quelques dizaines de familles, quelquefois davantage, vivaient depuis des siècles d'une vie paisible et sereine, scandée par les rendez-vous avec la foi dans leur synagogue. Et nous venons de voir précisément l'ancienne synagogue et l'ancienne école de Kolbsheim, aujourd'hui désaffectée. Sur la pierre angulaire de cette maison, une inscription datant de 1835 souhaite encore la bienvenue, selon la formule biblique, à ceux qui y entrent et à ceux qui en sortent. En face de cette maison, et c'est la raison de notre venue à Kolbsheim, habite la famille Wolf, établie ici depuis 4 générations. Et nous avons retrouvé l'un des 2 sympathiques marchands de bestiaux que nous avions rencontrés tout à l'heure, en compagnie de sa fille, épouse du rabbin de Saint-Louis, venue lui rendre visite avec ses 9 enfants. Si l'avenir de la communauté de Kolbsheim semble sombre, celui de la famille Wolf, lui, semble bien assuré. Je voudrais avoir des renseignements sur Kolbsheim, sur la commune, n'est-ce pas? Alors, n'allons pas trop loin. Avant 40, c'était encore une communauté florissante. Il y avait 15 familles ici. Mais par la guerre, les déportations, la maladie et la vieillesse, il n'y a plus personne. Il y a encore une vieille synagogue assez délabrée, c'est tout. Et puis il y a en tout, il y a encore une veuve qui meurt ici avec son fils, ma famille, et encore une famille. Où faites-vous les offices? Les offices, je vais à Wolfisheim. Il y a 3 communautés, Wolfisheim, Kolbsheim et Oberschäfersheim, qui se sont mis ensemble. Mais la Kolbsheim juive? Fini. Finis Polonia. Vous avez une très belle expression pour désigner les petites communautés. Oui. En voie de disparition en Alsace. Les PCM, les petites communautés mourantes. Les gens ne peuvent pas gagner leur vie, n'est-ce pas? Il y a le petit commerce avec les grands magasins, et dans mon métier, dans le commerce des bestiaux, il y a les grosses coopératives. Alors, au point de vue juif, il n'y a pas d'avenir ici. C'est malheureusement vrai, mais M. Wolf, qui aime les citations latines, aurait pu ajouter « Non omnis moriar », je ne mourrai pas tout à fait. Ces 2 filles ont épousé des juifs très religieux. La cadette vit en Israël et est mère de 6 enfants. Elle est l'épouse du rabbin de Saint-Louis. Oui, mon mari dirige un ensemble d'institutions. Une partie se trouve à Eigenheim et comprend une école primaire d'un très bon niveau, un kollel, et différentes familles vivent autour. C'est un genre de petit kibbutz alsacien. Et la deuxième yeshiva qui vient de s'ouvrir à Saint-Louis s'appelle Ora Talmud et groupe une dizaine d'élèves avec également un très bon niveau.
Je crois que c'est la seule yeshiva, monsieur le rabbin Meyer, où il y a un noussach, c'est-à-dire un riche alsacien à l'office. Oui, c'est la seule au monde. Jusqu'à présent, nous ne vous avons parlé que des communautés du Bas-Rhin. En nous rendant à Colmar, dont la synagogue est célèbre pour son clocheton, nous allons vous parler un peu du Haut-Rhin. Le siège du grand rabbinat du Haut-Rhin fut longtemps une petite bourgade, Winsenheim, avant d'être fixé à Colmar, où devant la synagogue, nous retrouvons l'actuel grand rabbin du Haut-Rhin, M. Simons. Au fond, lorsque je suis arrivé en Alsace en 1936, à Winsenheim, j'ai encore vu dans les foyers cette belle atmosphère patriarcale commencer à disparaître parce que c'est une communauté qui se vidait. Mon prédécesseur à Winsenheim a passé toute sa vie à Winsenheim. Pas? Mais lorsqu'il y était arrivé, il y avait plus d'une centaine de familles et ces communautés de la campagne se sont vidées peu à peu. Il y avait des familles nombreuses, beaucoup d'enfants partaient, s'expatriaient parce qu'il n'y avait pas de moyens de subsistance sur place. Et puis la guerre a accéléré le processus du départ des gens de la campagne vers la ville. Pas? Et puis alors ne parlons pas de la Deuxième Guerre mondiale et des conséquences qui s'en est suivies pour certaines communautés. Vous avez autour de Colmar toute une série de communautés qui existaient encore en 1939, comme Grussenheim par exemple, Bisheim, où il y avait des communautés, il y avait des offices toutes les semaines. Et évidemment, elles ont été vidées. Il y a eu d'abord l'expulsion des Juifs, ils ont été exilés, ils ont été réfugiés, ils ont été déportés, puis ensuite personne n'est venu les retourner dans ces villages. Certaines synagogues ont été détruites à la pioche, comme celle de Hadstadt. Colmar est resté, la synagogue a servi de garde-meuble pendant la guerre. Des dizaines de synagogues aujourd'hui désaffectées. C'est dans la plupart des villages d'Alsace le dernier vestige de l'existence séculaire de ce judaïsme rural. Un homme s'est attaché à en perpétuer le souvenir en consacrant tous ses loisirs à les photographier sous tous les angles. Michel Roté. Je suis très intéressé à photographier tout ce qui est vestiges juifs en Alsace, et ils sont combien nombreux. Rien dans le Bas-Rhin, on dénote au moins 80 synagogues dans différents états, c'est-à-dire certains sont transformés en fermes de village, d'autres servent de hangars ou d'autres servent de réserve à tabac, mais on dénote au moins 80 synagogues à l'heure actuelle. Et vous photographiez toutes les synagogues, leur extérieur, leur intérieur? L'extérieur, certainement. L'intérieur, selon les possibilités du coin, si l'on peut trouver encore la clé, ou parfois on peut rentrer par des portes ou des fenêtres abîmées parce qu'il n'y a absolument plus rien à l'intérieur. Très souvent saccagé. À feuilleter l'album de Michel Roté, on pourrait croire que l'Alsace juive n'est plus qu'un vaste cimetière de synagogues désaffectées. Impression trompeuse. Certes, le judaïsme rural est entré dans l'histoire, mais la famille Wolf nous en donnait un excellent exemple. Les juifs des villages, déracinés de leur terroir, ont très vite repris racine dans les villes. Là, le judaïsme est aujourd'hui vivant. Dans quelques semaines, nous vous proposerons, avec le dernier volet de cette histoire des Juifs d'Alsace, de faire le point sur les communautés contemporaines. Aujourd'hui, dans l'émission Présence Restante, un film